pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bonjour, je m'appelle je m'appelle Vendredi. S'il y a bien un truc qui est particulièrement important lors de la création d'une œuvre, c'est bien son univers. Paysages, personnages, lois physiques ou même magiques et surtout cohérence sont des caractéristiques à ne pas négliger. Ça permet de donner un ton à son histoire, lui donner de l'ampleur ainsi que de la crédibilité tout en lui apportant un minimum de logique. Et s'il y a justement bien un style d'œuvre qui a su grandement proliférer en Occident ces 20 dernières années et qui y arrive tout particulièrement, c'est bien nos très chers mangas. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Ces œuvres que vous aimez tant sont-elles si pertinentes dans ce qu'elles nous montrent en plus de ce qu'elles nous racontent? Et surtout, les comparer, sert-il vraiment à quelque chose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oh, tu vas te faire éclater! Un point fondamental qui nous tape forcément à l'œil lorsque l'on découvre un manga ou un animé, c'est le décor dans lequel l'histoire est posée. Ça joue grandement sur notre ressenti et parfois un simple détail sortant de ce qu'on a l'habitude de voir suffit à attirer notre attention. À ce niveau-là, on a tous nos préférences, futuristes, post-apo, médiéval, dystopique ou même historique. Berserk et Hokuto no Ken par exemple nous plongent directement dans une ambiance très sombre, sérieuse et pesante. Un personnage errant, seul, en quête de vengeance. Là où Fairy Tail nous présente un monde fantastique et débordant de vie. Bref, le décor doit être cohérent avec ce que l'on veut nous raconter. Ainsi, chaque monde a son objectif. Le monde de My Hero Academia n'a pas pour vocation de nous faire voyager, à l'instar de celui de One Piece, dont on parlera plus tard, mais simplement de nous dépeindre une vision alternative de notre réalité, à savoir à quoi ressemblerait notre société si une partie de la population possédait des super pouvoirs. Et c'est tout. Mais ça fonctionne très bien, contrairement à celui de son rival de toujours, Black Clover. Alors, j'ai absolument rien contre Black Clover. J'ai même carrément fait une vidéo pour le défendre contre le classique pas intéressant, c'est trop cliché et possède tous les tomes chez moi. Sponsorisez-moi, Kazé. Mais force est de constater que l'univers est très mal exploité. Le premier chapitre est hyper intéressant. Le décor nous est dès le début présenté comme étant un monde médiéval et on ressent assez bien le côté fantastique. Que ce soit grâce à la magie qui nous est directement montrée comme ayant différentes utilisations et influences dans la société ou encore grâce à la cérémonie des grimoires. Mais tout ça finit par se dégrader et on arrive à un moment dans l'histoire où le monde n'a plus grand intérêt. Je m'explique. Le premier vrai arc du manga, celui du donjon, avait de quoi être ultra pertinent dans le développement de l'univers. On apprend qu'il existe différents royaumes magiques et une zone neutre dans laquelle est situé le donjon, permettant ainsi l'introduction d'enjeux géopolitiques, opposant notamment le royaume de Clover au royaume de Diamond. Et tout ça, c'était très sympa, même si je trouvais que le donjon n'avait rien d'original visuellement parlant, mais ça n'engage que moi. Mais le problème, c'est qu'après, à ce niveau-là, plus rien. Alors oui, évidemment, on finit par se concentrer bien plus sur le royaume de Clover. Étendre davantage l'univers ne peut arriver que bien après, c'est comme ça dans beaucoup de Neketsu. Mais j'ai comme l'impression que dans Black Clover, tout est introduit trop maladroitement, trop brutalement. Dans One Piece, c'est quelque chose qui marche, puisque c'est l'objectif de son univers, mettre en retrait la logique pour faire ressortir le mystère et le fantastique. Mais pour qu'un élément soit réellement cohérent et inhérent à l'intrigue, il doit forcément être introduit plus tôt, c'est ce que l'on appelle un fusil de Chekhov. Ainsi, des univers médiévaux magiques et ou fantaisistes peuvent être utilisés de différentes manières, soit en utilisant son histoire pour développer l'univers, comme dans Fairy Tail, soit en utilisant l'univers pour développer son histoire, comme dans Akame ga Kill ou Re:Zero. Dans les deux cas, il faudra accepter de mettre de côté l'un de ses composants. Faire les deux en même temps demande énormément de maîtrise, et j'ai l'impression que c'est ce qu'a cherché à faire Yuki Tabata, et ça fonctionne très difficilement, car par conséquent, il ne développe que ce qu'il a envie de développer. L'arc de la forêt des sorcières étant pour moi le parfait exemple. Un élément aussi important de l'intrigue géopolitique ne peut être qu'évoqué plus tôt, et on ne parlera même pas du royaume de Diamond, qui ne se ramène que pour la dose d'action. Bref, on ne se concentre que sur ce qui pourrait être susceptible d'hyper le jeune lecteur sans prendre la peine de voir si c'est cohérent scénaristiquement parlant. A l'inverse, il existe des œuvres qui, elles, possèdent un décor qui réussit brillamment le fait d'être totalement cohérente avec la volonté de son scénario, en arrivant à créer un monde allant au-delà de nos attentes. Et c'est à 300% le cas de Dr Stone qui, de par sa cohérence scénaristique et le pragmatisme dont il tente de faire preuve, nous fait comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'incorporer de la magie et autres créatures mystiques dans son univers pour le rendre contemplatif, la beauté de notre monde se suffisant à elle-même. Et des décors originaux, il en existe encore beaucoup d'autres. Doro par exemple, et son monde déconcertant et abstrait, là où son ambiance se révèle être plus déjantée, accentuant notre sentiment de malaise. Celui de JoJo's Bizarre Adventure, dont la cohérence ne réside que dans la volonté et la créativité de son auteur. Les mondes totalement épiques et colorés des studios Trigger, à la fois porteurs de messages forts mais aussi
de grosses explosions de puissance, ou même Attaque des Titans, Tokyo Ghoul et Seraph of the End, qui de par leur décor et leur construction ne font que remettre en question la place même de l'humain dans sa société et dans ce qu'il considère être le monde qu'il a créé, là où il finira par en être à la fois la victime mais aussi le bourreau. Bref, vous l'aurez compris, créer un monde pertinent visuellement et homogène avec l'histoire que l'on tente de nous raconter est la base d'une bonne immersion. On peut maintenant passer au second point. C'est bien de parler de décor, mais un univers, quand il sort de notre réalité, doit aussi obéir à une certaine logique. Un exemple parfait à mes yeux est celui de Full Metal Alchemist, une histoire obéissant à une logique tellement concevable qu'elle en paraît réelle, celle de l'alchimie. Pour faire court, Hiromu Arakawa semble avant toute chose avoir commencé par conceptualiser sa vision de l'alchimie, que ce soit les règles qui la régissent, son impact, son utilisation ou encore son origine. Ça paraît logique dit comme ça, mais pour une œuvre aussi longue et complète que FMA, ça va encore plus loin, puisque sa complexité se reflète à la fois dans les marques utilisées, les cercles de transmutation, les portes de la vérité de chacun des personnages, etc. En d'autres termes, l'alchimie est une science crédible à part entière et pas n'importe laquelle. Une science née des plus gros défauts de l'homme, soit celui de vouloir connaître les secrets de toute chose, celui de vouloir connaître le secret de Dieu. Et la logique implacable dont fait preuve FMA se voit d'autant plus lorsque l'on tente de comprendre la logique de d'autres œuvres. Elle ne se contente que d'en toucher la surface, comme les fruits du démon de One Piece et les altères de MHA. Et bien que celle-ci ait l'intention de donner une explication à ces phénomènes, on sait en quelque sorte pertinemment que cela se soldera par un ta gueule, c'est magique. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un manga ne doit pas forcément nous sembler réel, bien au contraire. Il doit aussi parfois disposer d'une zone d'ombre, comme Demon Slayer et ses souffles. Ces techniques sont-elles réellement la manifestation d'éléments surnaturels ou une représentation métaphorique et élémentaire de la force ou la dextérité dont fait preuve les Porfendeurs? Nous est-il réellement pertinent de savoir pourquoi Satoru dans Erased peut prédire les événements catastrophiques, de savoir pourquoi Takemichi de Tokyo Revenger peut remonter le temps, etc. etc. Car de même que pour un bon univers, un auteur se doit soit d'utiliser son histoire pour développer la logique de son univers, comme l'a fait FMA, soit d'utiliser cette logique pour raconter son histoire, comme l'a fait Mob Psycho 100 et ses pouvoirs psychiques, manifestations surnaturelles des sentiments humains. Bref, une bonne logique et un bon décor sont des éléments indispensables à la création d'une œuvre unique, même si on peut aussi s'attarder sur le style graphique, chaque auteur apportant de par son trait une valeur supplémentaire à l'histoire qu'il veut raconter. Yuki Tabata par exemple a un peu de mal avec l'architecture selon moi, mais en revanche vraiment fort dans son découpage des cases ou dans le ressenti de ses actions. Didi Akutami, auteur de Jujutsu Kaisen, et Pozuka Temizu, dessinatrice de The Promised Neverland, sont à mes yeux bien meilleurs quand il s'agit de dessiner des créatures surnaturelles que quand il s'agit de dessiner des humains. Sans parler d'Eiichiro Oda qui grâce à son célèbre non-respect des proportions permet de nous faire ressentir toute la grandeur et la puissance des personnages et des paysages qui nous entourent. Car en fin de compte, ce n'est pas ce qu'on attend d'un manga, qu'il nous raconte quelque chose d'unique. Que ce soit lors de la création de son monde ou dans celui de la logique qui y régit, un auteur a forcément quelque chose à nous raconter. Le reste n'est qu'un prétexte pour pouvoir le faire. Dans ce cas, peut-on réellement reprocher à certaines d'entre elles de ne pas être originales dans ce qu'elles nous montrent, ou à l'inverse, d'être bien trop déviant de ce que l'on a l'habitude de voir? Eh bien je pense que non, mais ça relève des goûts de tout à chacun. Le principal étant que comparer tous ces univers ne sert à rien. Il nous faut avant tout comprendre ce que l'on veut nous apprendre grâce à eux. Car plus une histoire a quelque chose d'important à nous apprendre, plus l'univers de son auteur s'adapte en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle, à mes yeux, les mangas sont l'une des plus belles formes que peut prendre une histoire. Donc non, peu importe votre histoire préférée, votre univers n'est pas incohérent. Enfin, à quelques exceptions près.